Continent américain que l'épidémie est la plus sérieuse. Le Brésil est le pays le plus affecté, 1 500 000 contaminations selon l'OMS. À 6 mois des Jeux Olympiques de Rio, les autorités sanitaires sont sur le pied de guerre. Nous sommes en train de faire le plus grand effort jamais fait dans l'histoire du Brésil. Nous avons 46 000 agents de lutte contre les épidémies qui vont de maison en maison. La traque du moustique tigre s'opère dans toute l'Amérique latine. C'est là que le nombre de malformations congénitales a explosé ces derniers mois. Contaminées pendant leur grossesse, plusieurs milliers de femmes ont donné naissance à des nourrissons victimes de microcéphalie. Difficile à détecter avec des symptômes qui s'apparentent à un état grippal, le virus Zika peut avoir des effets dévastateurs, surtout dans des pays à forte natalité. La course au vaccin est engagée, mais il faudra du temps pour le mettre au point. Alors, faut-il avoir peur du virus Zika? Bonsoir à tous les trois. Professeur Jean-François Delfraissy, vous êtes directeur de l'Institut Microbiologie et Maladies Infectieuses à l'INSERM, n'est-ce pas? Et alors, selon vous, il faut calmer le jeu. Il y aura peut-être quelques cas en France, en métropole, en tout cas, puisqu'il y en a déjà hors métropole, mais rien de très inquiétant à première vue. Annabella Fayou. Bonsoir. J'ai écorché votre nom? Tout à fait bien. Très bien, bonsoir. Vous êtes entomologiste médicale, directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Vous êtes spécialiste des moustiques précisément qui transmettent des virus à l'homme. Selon vous, on ne pourra pas éradiquer le virus puisqu'il n'existe à ce jour ni traitement, ni encore moins de vaccin et que le moustique est plus difficile à contenir. Et enfin, le docteur Salman, Frédéric Salman, bonsoir. Vous êtes médecin à l'hôpital Georges Pompidou. Vous êtes l'auteur, on ne l'a pas, mais je crois qu'on a l'image avec le professeur Bricaire de l'ouvrage Les nouvelles épidémies, un ouvrage qui date de 2009. Selon vous, les moustiques sont partout et avec les événements comme le carnaval et les Jeux Olympiques, ça concerne le Brésil. Il faut que les populations puissent se protéger mieux, ce qui n'est pas encore le cas. On démarre avec une question d'un internaute. Sur le Brésil précisément, est-ce que le lien direct entre la microcéphalie et Zika a été établi? Jean-François Delfraissy, l'OMS ne parle pour l'instant que de lien probable. Ça veut dire qu'on n'a pas de preuves scientifiques encore sur la corrélation? L'OMS a raison, c'est-à-dire qu'il y a une suspicion qui est extrêmement forte. Ouais. Mais la preuve n'est pas totalement établie. Mais de jour en jour, les choses s'accumulent. On a deux types d'approches, ce qu'on appelle des enquêtes cas témoins qui sont réalisées pour vérifier qu'il y a bien une présence plus importante en cas de pandémie Zika. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle des cas cliniques, mais qui sont très importants, et qui montrent qu'on peut retrouver du virus Zika dans des prélèvements ou à partir du liquide amniotique, ou montrant que des enfants atteints avec des malformations peuvent être atteints. Donc quand on a la conjonction des deux choses, bon, cela dit, c'est vraiment important parce que c'est le cœur du débat, puisque sinon Zika, somme toute, c'est important, mais c'est pas majeur. Le cœur du débat, c'est la femme enceinte et les malformations. Donc il est très important de le montrer. Mais on va quand même remonter en amont chronologiquement pour essayer de comprendre, puisque Annabella Fayou, ce virus serait né, apparu en Ouganda en 1947, disparu pendant une cinquantaine d'années et réapparu en 2007. Est-ce que c'est exact? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans? Je ne dirais pas que le virus Zika est apparu déjà d'une certaine façon. En fait, il existait depuis très très longtemps. Il était latent. Il a été détecté pour la première fois en 1947. Parce que la technologie, à l'époque, nous permettait de le voir. Donc ensuite, ce virus est resté un peu en Afrique. Il a aussi une transition en Asie. Mais l'épidémie majeure, c'était en 2007 dans le Pacifique, dans l'archipel de Yap. On n'en a pas entendu parler. Le grand public n'en a pas été informé. Exactement, parce qu'en fait, Zika, jusqu'à aujourd'hui, c'était une maladie qui passait inaperçue. Parce que les symptômes n'étaient pas graves, c'était des symptômes bénins. Ensuite, rien pour les femmes enceintes, donc il y avait rien pour les femmes enceintes. Ensuite, il y a eu cette grosse épidémie en Polynésie française en 2013-2014, où là, un tiers de la population quasiment était atteinte. Et là, on a vu des symptômes très graves dans le Guillain-Barré. On va y revenir tout à l'heure. Mais donc ça, c'est pour l'historique. Donc ensuite, Arnaud, chiffre du jour. C'est 4. 4 millions de personnes pourraient être infectées par l'OMS. Alors la question est de savoir, est-ce que l'OMS n'exagère pas en tirant la sonnette d'alarme pour se faire pardonner Ebola, où on lui a reproché d'être trop peu réactive et d'avoir laissé dégénérer l'épidémie? Docteur Frédéric Salman. Moi, je crois qu'ils ont raison de communiquer. Alors bien évidemment, ils communiquent pour le monde entier. Ça s'appelle Organisation mondiale de la santé. Donc le même message arrive dans des pays où il y a peu de cas comme la France, ou des pays où il y en a beaucoup comme le Brésil.
Donc c'est pour ça que Mais en même temps, c'est utile. Vous savez, quand je voyais les cas de forte suspicion de microcéphalie, c'est utile que les femmes enceintes le sachent, qu'elles aillent se faire des échographies. Et je pense que le travail de communication de l'OMS et ce qu'on fait en ce moment est utile. Informer, on se protège beaucoup. Alors, quand on est au Brésil, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il paraît qu'il y a des femmes qui vont se faire avorter clandestinement parce que c'est pas autorisé. À quel moment détecte-t-on qu'on a le virus? Est-ce que c'est une échographie? Jusqu'à combien de temps c'est contaminé? L'enfant peut avoir une microcéphalie. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il faut dire à une femme enceinte aujourd'hui, professeur Delfraissy? D'abord, il faut dire que plus de 50% des infections à Zika sont asymptomatiques, c'est-à-dire sans aucun symptôme. Et ça, c'est vrai en dehors de la grossesse, mais aussi pendant la grossesse. Ce qui n'exclut pas d'avoir une microcéphalie? Il a été décrit des cas de femmes enceintes strictement asymptomatiques qui ont en effet avec un enfant anormal. Donc si j'attends un enfant et la relation entre les signes cliniques et la gravité de Zika et la survenue d'une atteinte pendant la grossesse, elle n'est pas claire. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a un premier problème qui est un problème diagnostique. Et c'est un problème fondamental parce qu'aussi difficile que ça vous paraisse, on a à comprendre, on a un problème de test diagnostique. Parce que dans toutes ces zones, ce sont des zones qui ont été infectées par d'autres arboviroses, comme la dengue, comme le chikungunya, et bon, sur lesquels il y a des réactions croisées pour les aspects diagnostiques. Donc, on manque d'un bon test diagnostique, c'est ça, simple, infaillible, robuste. et infaillible. On a des choses qui permettent de détecter le virus avec des techniques moléculaires, mais avec la sérologie classique, eh bien, il nous manque ça. Et c'est un des enjeux de la recherche actuelle. Les échographies, ça marche, c'est un outil utile? Mais les échographies, c'est autre chose. C'est malheureusement presque trop tard. Hein, à l'échographie, vous dépistez une anomalie qui est survenue. Ce qu'on souhaite, c'est être en amont. En fait, il faut considérer la femme enceinte dans une zone d'endémie, dans ces zones de pandémie même, disons-le, comme un bien précieux à protéger. Il faut la protéger dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut à la fois la protéger contre le fait qu'elle soit piquée par un moustique, on pourra y revenir, et il faut qu'elle soit protégée également contre une transmission. Comment on se protège? De quelle manière on protège une femme enceinte? Comment on se protège? Comment on protège quelqu'un qui n'est pas enceinte? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Il faut savoir aussi que les femmes enceintes se font plus piquer que les autres parce que les moustiques sont attirés par le gaz carbonique, le gaz de la respiration. Et elles ont 21% de piqûres en plus parce qu'elles respirent davantage de gaz carbonique. On respire pour deux. Comme les gens qui sont grands se font plus piquer, les sportifs aussi parce qu'ils dégagent plus de gaz carbonique. Et donc, en plus, elles sont plus exposées que les autres. Ce qui veut dire que tous les moyens de protection, très simple, des vêtements longs, plutôt de couleur blanche que noire, parce que les moustiques ont des yeux, ils voient très bien même en infrarouge. Ils ont un très bon odorat. Et il y a une petite chose sur laquelle je veux revenir, c'est que souvent les gens ont l'impression que le moustique injecte du sang qui infecte. En fait, c'est la salive. Le moustique envoie la salive, qui est un anesthésique, on ne sent pas la piqûre. Ensuite, un anticoagulant, quelque chose qui dilate un petit peu notre artère. Et aspiration du sang. Il aspire dans des bonnes conditions. C'est très au point. Donc c'est la salive et pas du sang qui est injecté, ce qui terrorise pas mal de gens en ce moment. Oui. Alors Annabella Fayou, on a découvert ou on a entendu que le virus pouvait se transmettre par le sexe. C'est confirmé définitivement? Est-ce que c'est un danger qui va faire les mêmes peurs justifiées que le sida, ou est-ce que c'est secondaire selon vous? Je pense que c'est vraiment anecdotique, hein, dans le sens où, en fait, en 2008, le premier cas qu'il y a eu, c'était un Américain qui est revenu du Sénégal, qui, en rentrant de mission, a contaminé sa femme. Ça. Le deuxième cas, c'était en Polynésie française, un Tahitien, et c'est toujours dans le sens homme-femme. Ça, c'est deux cas. 2 cas sur le nombre de cas qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Donc, vraiment, la transmission du Zika se passe essentiellement par le moustique. Et le moustique est indispensable pour que la transmission se fasse. D'où toutes ces méthodes de lutte, de couper le contact entre nous et le moustique et de tuer le moustique. Les répulsifs sont utiles ou les moustiques sont devenus mitridatisés à force justement d'être bombardés de répulsifs?
Il y a deux choses, il y a les répulsifs et les insecticides. Les répulsifs, on va empêcher le moustique de venir en contact avec soi. Donc, il n'y aura pas tellement de phénomène de résistance vis-à-vis de ça. Par contre, être exposé directement à une molécule chimique, il va y avoir des résistances parce que le temps de génération de moustiques est de 3 semaines. Donc, la génération qui viennent vont s'habituer à cet insecticide. Nadia, parlez-nous de la Polynésie française. Oui, on l'évoquait, hein, la Polynésie. Et la Polynésie, c'est une mine d'informations pour l'observation du virus parce que la base Zika, c'est du passé, officiellement. En tout cas, la Polynésie a été très lourdement touchée par Zika 2 ans avant sa propagation à l'échelle mondiale, donc 2013-2014. Vous le disiez, aujourd'hui, officiellement, Zika a disparu parce que la population serait immunisée, donc ils sont tranquilles pour au moins une vingtaine d'années. Mais le virus a quand même eu le temps de faire des dégâts. Il aurait touché, moi j'ai lu, 60% de la population. Et sur cette période, 42 Polynésiens ont été frappés par le syndrome de Guillain-Barré. 18 cas de malformation de fœtus ont été détectés auprès de femmes touchées par Zika, pas toujours des microcéphalies. Et il y a un biologiste qui a géré cette épidémie là-bas, qui s'appelle Didier Musso, qui est très en colère aujourd'hui. Il affirme qu'il a été ignoré par les autorités sanitaires françaises, alors qu'il avait averti, dit-il, que le virus pouvait s'étendre, se transmettre par voie sexuelle éventuellement, et même par transfusion sanguine. Et puis il affirme aussi qu'on n'a pas découvert toutes les complications possibles. Lui, il dit qu'il a relevé des problèmes auditifs et oculaires. Professeur Delfraissy, ça veut dire qu'on ne sait pas tout encore de ces complications. Tout est possible encore? Non, on ne sait pas tout. Vous savez, on est capable de regarder finalement ce qu'on regarde. Bon, mais je suis d'accord avec lui. C'est que les 2 signaux d'alerte sur Zika ont été donnés en Polynésie. À qui? Et ils ont été donnés aux scientifiques et aux autorités, mais ils ont été donnés juste en même temps qu'apparaissait Ebola. Et vraiment, j'explique ça en partie comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait été beaucoup plus sensible à ce signal d'alerte venant de Polynésie si en même temps, on n'était pas tombé sur la crise Ebola qui avait un caractère qui était. Ça veut dire qu'on ne peut pas gérer 2 crises en même temps? C'est-à-dire que gérer 2 crises en même temps, vous posez une très bonne question, c'est est-ce que le monde est prêt à gérer des grandes crises successives? Que vous voyez, on est à peine sorti d'Ebola, qu'on tombe à Zika et qu'on aura autre chose probablement dans X années. C'est une vraie grande question. Est-ce qu'on s'est dit que le Pacifique était plus isolé et que donc Non, parce qu'on s'est dit la même chose sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Personne ne connaissait ni la Guinée, ni la Sierra Leone, ni Libéria. C'était aussi au bout du monde. Donc la stratégie était la même. C'est quand même finalement la Polynésie française, un territoire, que je ne me trompe pas, de haut niveau. Attention à ce que vous dites. Je fais attention. Un territoire, monsieur, de haut niveau médical. Mais et le deuxième, les leçons à tirer de la Polynésie, puisque maintenant il y a beaucoup d'équipes, y compris l'équipe d'épidémiologie de Pasteur, qui essaient justement de recréer à partir du matériel qu'on a eu en Polynésie, de recréer l'histoire. Pourquoi ça s'est arrêté en Polynésie? Et on a maintenant un certain nombre d'indices qui montrent que pour ces infections de ce type, quand on atteint un chiffre autour de 40% de la population, il y a une sorte d'immunité populationnelle qui n'est plus la défense de chaque individu, mais la défense du groupe, de l'ensemble du groupe, qui est que quand on atteint un certain niveau, finalement, ça s'arrête. Donc, ce n'est pas une solution de crise. C'est pas une solution de crise, mais il faut savoir aussi que c'est ce qui va se passer très probablement dans les îles. Et enfin, que ça nous plaise ou pas, c'est cet enjeu-là qu'on va avoir. Alors, on parle du moustique qui transporte le virus Zika, donc Thibonolt, le moustique tigre, pardon, Thibonolt, le Flytox dans Bang Bang. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le virus Zika se répand sur la planète, son principal vecteur est le moustique Aedes. Alors, faut-il piquer Aedes? Le nom Aedes pourrait être porté par une jolie princesse. Il est phagocyté par un moustique de la jungle, affreux, sale et méchant. Les cousins Aedes, Aegypti l'africain et Albopictus l'asiatique, le fameux moustique tigre, transmettent à l'homme la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya ou le Zika. Là où chaque année le loup et le requin se repestent humblement de 10 humains, les sicaires Aedes tuent 60 000 personnes. Ces vampires comptent de nombreuses divisions, puisqu'une femelle peut pondre 1000 œufs dans les quelques semaines de sa misérable vie de patate de canopée. Avec sa combi rayée et sa trogne de bagnard, Aedes albopictus serait arrivé en France par bateau. Actif dans 20 départements, il avance de 100 km par an. Et dans 15 ans, il aura squatté Sceaux, Pot-de-Fleurs, Soucoupes et Pneus, de Tourcoing à Collioure.
Beau globule, belle plaquette, pas de cholestérol. 35 ans sportif lillois. Mais contre ces bois sans soif résistantes aux insecticides, la science prépare une abomination.